OK. Alors, bonjour tout le monde. Donc, deuxième présentation de la journée. On a déjà eu le plancher qui a été mis par la présentation précédente. Ce qu'on va faire dans la deuxième présentation, c'est de s'attaquer particulièrement à l'apprentissage profond. On a parlé d'apprentissage automatique plus tôt. Apprentissage profond, cette fois-ci, on va sortir le buzzword réseau de neurones. Qu'est-ce que c'est? Comment on en fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine heure. Donc, bear with me tout le monde. OK, alors le plan de match, c'est simple, une intro à pourquoi on fait des réseaux de neurones, pourquoi c'est quelque chose d'intéressant, qu'est-ce que c'est des réseaux de neurones, qu'est-ce que j'ai besoin de faire quand je fais des réseaux de neurones, comment j'entraîne un réseau de neurones, comment est-ce que cet outil formidable-là, je peux m'en servir, et un des principaux problèmes qu'on doit toujours gérer quand on fait des réseaux de neurones, c'est la capacité à overfitter. On en a parlé un petit peu avec la présentation de ce matin. Pour les réseaux de neurones, c'est un petit peu plus particulier. On va pouvoir voir les petites nuances là, dans la présentation. Alors, avant de commencer, qui nous sommes? Moi, vous devinerez, je suis à votre gauche. Mathieu Godbout, étudiant au doctorat en informatique à l'Université Laval. J'ai aussi obtenu une maîtrise en informatique à l'Université Laval par le passé. Je suis fondateur du bootcamp, donc le bootcamp PID, c'était mon produit, c'était mon idée, mon petit bébé il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est à la 3e édition. Je trouve ça formidable qu'on soit en hybride, qu'il y ait autant de gens qui soient là. Je trouve ça très cool de vous voir tous ici aujourd'hui. Oui, j'ai dit donc que je fais un doctorat en informatique. Mon doctorat est sur l'apprentissage par renforcement. Je vais en parler un petit peu plus demain. J'ai une présentation là-dessus aussi. Donc, je vais pouvoir vous présenter un peu plus près de ce que je fais au day-to-day. Aujourd'hui, on parle plus de l'outil que j'utilise déjà depuis quelques années, qui est les réseaux de neurones. Yes, puis donc moi, c'est Alexandre Bourras, je suis étudiant à la maîtrise. J'utilise les réseaux de neurones et également un peu d'apprentissage par renforcement. L'objectif de mon projet de maîtrise, c'est la recommandation d'articles de nouvelles sur des réseaux sociaux. Super. Et dans le fond, je vais vous présenter les démos suite à la présentation de Mathieu. Oui, yes. Oui, parce qu'on a une démonstration pratique aussi, un peu comme ce matin. Donc, sans plus tarder, allons-y. Je pense que c'est ton sac, c'est ça? OK. OK. Alors, on démarre. Pourquoi est-ce qu'on parle de réseau de neurones? Qu'est-ce qui est l'avantage fondamental d'un réseau de neurones? C'est la capacité à gérer des grandes tailles de données, mais aussi des données de formes variées. Donc, un des formats particuliers sur lesquels les réseaux de neurones ont commencé à être impressionnants, c'est celui des images. Ce que vous voyez ici, c'est un exemple d'un jeu de données qu'on appelle ImageNet, où est-ce qu'on a des milliers d'images avec des centaines de classes à prédire, et on demande à un réseau. Ici, qu'est-ce que tu vois? Là, on a une image d'un léopard. Là, vous voyez, il y a une distribution sur quelles sont les classes que le modèle pense que c'est. On pense que c'est un léopard, peut-être un jaguar, peut-être un cheetah, guépard. Et donc, on a justement un exemple de ce que le réseau de neurones est capable de prédire sur ce jeu de données-là. On répète cet entraînement sur des milliers de classes, et c'est même qu'on a un réseau de neurones qui a de nous dire qu'est-ce qui est sur une image. En même temps, on a un autre format d'input, un format d'entrée intéressant, autre que les images, c'est le texte. Le texte, on en a, c'est un format qui est un petit peu plus différent de ce qu'on a vu ce matin avec l'apprentissage automatique, où est-ce qu'on avait des features, on gérait une feature comme est-ce qu'elle est numérique, est-ce qu'elle est catégorique. Là, quand on a du texte, c'est j'ai des mots. J'ai des mots, je veux peut-être produire des mots en sortie. Donc, dans ce cas-là, on a un exemple d'une traduction. Deep Learning is awesome, je vais mettre ça en français. Je dois non seulement gérer des mots en entrée, je dois en produire à la sortie. Ce n'est pas juste de prédire une classe, c'est de prédire une phrase. Une tâche qui est beaucoup plus difficile. C'est encore une fois quelque chose que les réseaux de neurones ont été capables de faire à merveille. En particulier, je vous le disais, les réseaux de neurones font des choses que l'apprentissage classique a de la difficulté à faire. Ben, on a un exemple de, justement, ça c'est ImageNet, le jeu de données que je vous présentais par le passé. ImageNet jusqu'en 2011, qui sont les deux premières barres à gauche. On avait une erreur qui tournait autour de 28-25 %. Donc, si je prenais une image, j'obtenais les 5 classes les plus probables selon mon modèle.
je faisais une erreur quand même 25% du temps. On n'est pas à quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et à partir de 2012, à chaque année, il y a des nouveaux modèles qui sont proposés, de plus en plus gros, qui ont de plus en plus des adaptations spécifiques à la vision. Et on voit, aujourd'hui, en 2019, on a 1,3% d'erreurs. 1,3% d'erreurs, on est au stade où est-ce que les erreurs sont peut-être des erreurs d'identification ou c'est des images qui sont juste pas claires. Ou est-ce que, par exemple, il y a un chat et il y a un bateau. Donc, est-ce que je devrais prédire chat ou bateau? C'est pas nécessairement la faute du réseau de se tromper. Donc, on a vraiment un progrès qui démarre avec l'apprentissage profond et qui est visiblement avec peu de limites là, sur une tâche aussi complexe que ImageNet. Alors, l'exemple pour la vision, on peut s'en servir pour faire de la classification. Classification, ce qu'on a, c'est, on a encore une fois une entrée, une sortie. La sortie, c'est des classes, comme on a vu plus tôt. L'entrée, c'est des images, beaucoup plus complexes. Object detection, la détection d'objets. On a une image et je veux te dire, dans ce cadre-là, voici ce que je vois. Et non seulement j'ai vu un objet d'intérêt dans ce cadre-là, voici l'objet d'intérêt. Donc, j'ai vu que j'ai des athlètes, j'ai vu que j'ai un unicycle. Donc, on est capable d'identifier des objets sur une image, pas seulement dire que cette image-là correspond à une image de... je ne sais pas comment on appelle ça, ce sport-là, pour être honnête, mais on est capable d'avoir un portrait un petit peu plus détaillé de l'image. Segmentation, un portrait extrêmement détaillé. Dans ce cas-là, on voit les voitures sont en bleu marin, les humains sont en rouge. Donc, c'est la capacité à vraiment segmenter qu'est-ce qui est au complet dans l'image, item par item. Et même un exemple d'actualité pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu. Il y a eu un concours de génération d'images artistiques qui a eu lieu, là, je pense que c'est cet hiver, qui a été rapporté par un réseau de neurones de génération d'images qui a généré cette image-là pour montrer justement qu'on arrive à un stade où est-ce que la réalité dépasse un peu la fiction. Les réseaux sont capables de rivaliser et même battre, dans ce cas particulier-là, nos meilleurs experts humains. Donc, on a vraiment des performances qui sont fabuleuses, je dirais. Et c'est visiblement avec très peu de limites. On peut penser à plusieurs autres contextes que juste générer une image. Maintenant, dans le contexte du texte, donc, je vous parlais, on avait le domaine où est-ce qu'on avait des images, l'autre domaine où est-ce qu'on a du texte, c'est ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing. Dans ce cas-ci, on a un benchmark, où est-ce que le benchmark, on veut maximiser notre performance, le plus que le score est haut, le plus que le modèle est performant. Là, ce que vous voyez, à compter là, de 2017, donc MOE, la ligne se trace, la ligne que je vous parlais plus tôt entre les modèles plus classiques et les modèles plus deep. Là, c'est entre des modèles profonds et des modèles très profonds, mais la ligne est encore là où est-ce qu'on a, un réseau de plus en plus gros qui devient de plus en plus bon à chaque année et éventuellement une explosion de la performance, encore une fois, sur une tâche extrêmement compliquée. Dans ce cas-là, c'est la traduction entre l'anglais et le français de manière automatique. C'est une tâche qui est assez... qui pose un bon défi. Donc, les applications en NLP, on a la traduction que je viens de vous décrire. En entrée, un texte. En sortie, un autre texte. Même dans des langues différentes, évidemment. La classification de texte. En entrée, un texte. En sortie, une classe. Ça peut être, j'ai un produit, un review Amazon. Je veux savoir c'est quoi le nombre d'étoiles qui a été prédit par le user en fonction du texte qui a été écrit. Je veux savoir est-ce que les sentiments sont positifs ou pas dans un texte. C'est utilisé pour faire la détection de contenu toxique. Donc, pour ceux qui connaissent Twitch, on a des milliers de textes qui rentrent par seconde. Les textes sont classés automatiquement pour dire ça c'est toxique, ça ne va pas dans le chat. C'est des modèles comme ça. Autocorrect, pas l'exemple que j'aime le plus, mais c'est un exemple qui est vrai où est-ce qu'on en a un dans notre cellulaire où on se fait suggérer des mots. Vous saurez que les exemples ne sont pas extrêmement bons. Il n'y a pas beaucoup de réseaux de neurones qui roulent parce qu'un réseau de neurones, on va le voir, c'est quelque chose qui va coûter cher à exécuter, mais qui va être extrêmement fort. Dans le cellulaire, généralement, on ne veut pas diminuer la durée de vie de la batterie
pour qu'on ait des meilleures suggestions. Et la bombe, j'aurais le goût de dire, ChatGPT, c'est justement un exemple d'un modèle qui ne fait pas juste prendre un texte et en produire un autre, produit une conversation littéralement sur un éventail de sujets absolument incroyable. Ben, c'est un exemple, encore une fois, c'est un réseau de neurones qui se cache derrière cette application-là. Et on peut penser qu'il y a d'autres applications là, en NLP là, du deep learning. Maintenant, un réseau de neurones, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas censé être ici. OK. Oui, OK, excusez-moi. C'est correct, ça s'en vient. Bon, OK, je reviens. OK. Réseau de neurones, qu'est-ce que c'est? Avant d'aller dans qu'est-ce que c'est un réseau de neurones, on va faire un petit rappel sur l'apprentissage ce matin. Pour faire de l'apprentissage automatique, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un jeu de données, mon dataset. Qu'est-ce qui correspond? Une paire, entrée, sortie attendue, X, Y. Mon X peut être une image, peut être des caractéristiques d'une fleur, peut être un texte. Mon Y peut être une classe, une cible continue, peut être un autre texte, peut être une autre image. Ce que je fais, c'est que je prends ce jeu de données-là, je le passe à un algorithme d'apprentissage, mon learning algorithm. Mon algorithme me retourne un modèle. Le modèle est bon à prédire la sortie attendue en fonction de l'entrée. On veut le tester sur des nouvelles entrées qu'on n'a pas vues jusqu'à présent. Alors, je prends une nouvelle input, une nouvelle entrée X, et le modèle me retourne une prédiction Y chapeau, qu'on veut aussi près que possible de la vraie cible Y. Maintenant, la base du réseau de neurones, c'est un neurone. Surprise, surprise. Comment ça fonctionne un neurone? On commence par se définir que l'entrée X, elle est séparable en plusieurs sous-entrées qu'on va appeler des features. Donc, dans un cas comme les fleurs ce matin, ou peut-être le passager du Titanic, ça peut être quel est le sexe, quelle est la classe du passager, quel est le revenu du passager, des choses comme ça. Sur une image, ça peut être quels sont les pixels. Sur le texte, quels sont les mots. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est on passe ça dans un neurone. Un neurone, pour chacune des features en entrée, les XI, on va appliquer un poids WI qui correspond à cette feature-là. On va faire la somme sur tous ces poids-là. À la fin, on va appliquer ce qu'on appelle une fonction d'activation pour obtenir un neurone qui prend en entrée une considération de plusieurs features et qui me ressort une seule valeur qui représente son activation. L'intuition biologique derrière ça, c'est celle de la synapse dans un cerveau où est-ce que justement on a des connexions entre les neurones qui sont regroupées dans une seule cellule au centre, qui, elle, retourne une nouvelle connexion, qui, elle, est connectée à d'autres neurones, qui retournent d'autres connexions, et éventuellement, c'est comme ça que je suis en train de vous parler. Donc, il y a un potentiel avec cette idée-là. Et à la base, un des premiers constats qui est intéressant de faire, c'est que au lieu de faire une somme, on peut considérer que c'est juste un produit vectoriel. Ce produit vectoriel-là, pourquoi on en fait? C'est parce que ça nous permet de paralléliser notre calcul, ça nous permet de considérer des matrices, des vecteurs, au lieu de simplement considérer des items uniques. Maintenant, on a un neurone qui est capable de s'activer. Comment est-ce qu'on bâtit un réseau de neurones? Bien là, je vous avais décrit, on a nos features en entrée, on les connecte à un neurone. Chacune des flèches représente un poids qui va être appliqué à la feature en entrée. Le rond qu'on a là, c'est notre neurone. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je peux en prendre un deuxième. Éventuellement, je peux en prendre un troisième. Je peux en prendre beaucoup. Et là, ce que ça va me faire, c'est que ça va me faire une ligne de réseau de neurones, ou ce qu'on va appeler une couche. Une couche de neurones qui vont toutes s'activer sur la même entrée, mais qui vont avoir des activations différentes parce qu'elles ont chacun leur poids différent. Donc, chacune des flèches qui rentrent est différente pour chacun des neurones. Donc, on est capable d'apprendre des fonctions qui sont assez complexes. Et éventuellement, le truc qui fait que ça devient un réseau et non pas seulement une couche de neurones, c'est que je peux prendre la sortie de ma couche
comme étant l'entrée d'une couche suivante. Et là, on peut apprendre des comportements qui sont plus complexes parce qu'on est capable d'apprendre des concepts de base dans une première couche, qui sont utilisés comme concept intermédiaire dans une deuxième couche, qui, elle, est ensuite utilisée pour avoir ma sortie. Donc, on peut avoir des concepts en layers, donc à différents niveaux. Et là, éventuellement, ça, on est capable de faire notre deuxième couche. Et à la fin, ben, je veux prédire mon Y chapeau. Dans ce cas-là, on aurait une classification binaire. Je voudrais savoir est-ce que c'est Y1 ou c'est Y2. Ben, je pourrais juste prendre ma dernière couche que j'ai là, à prendre des derniers poids qui me disent, à partir de ma dernière couche, quelle est la prédiction, Y chapeau 1, Y chapeau 2. Et c'est comme ça que je passe de X à Y. Donc, ça, c'est comme ça qu'un réseau de neurones digère un exemple. La terminologie est la suivante. X, c'est le input, l'entrée. Y chapeau, c'est le output, la prédiction. Entre l'entrée et la sortie, ce qu'on va avoir, c'est des couches cachées, hidden layers, qui représentent justement le réseau de neurones là, à ce niveau-là. On dit généralement que la dernière couche n'est pas une couche cachée parce que c'est la couche sur laquelle on va avoir la sortie, donc celle qu'on va voir n'est pas cachée, on la voit évidemment. Et c'est la terminologie d'un réseau de neurones. Maintenant, fonction d'activation. Ben, je vais juste revenir, en fait, je suis capable de faire ça. C'est tellement pratique. OK. Oh, OK. Bon. On avait parlé qu'il y avait une fonction d'activation. Une question que moi, j'ai eu quand je me suis présenté à Réseau Neuron pour la première fois, jadis, il y a des décennies, c'était pourquoi est-ce que j'ai besoin de fonction d'activation? La réponse, elle est extrêmement simple quand on y pense, c'est que si je n'ai pas de fonction d'activation entre mes différentes couches, ce que je me retrouve à faire, c'est un produit vectoriel entre mon entrée et les poids de mon neurone pour obtenir un neurone. Je fais ça pour toute ma couche. J'obtiens un nouveau vecteur sur lequel j'applique un autre vecteur de poids pour avoir ma deuxième couche. Et ce qu'on fait au final quand on fait un produit de deux matrices, un vecteur, je passe une première matrice qui me retourne un vecteur, je passe une deuxième matrice qui me retourne un autre vecteur, ben, j'obtiens au final un vecteur équivalent, une matrice équivalente qui est juste le produit des deux matrices. Donc, un réseau à 100 couches serait équivalent à un réseau à une couche seulement. Donc, la fonction d'activation vient s'assurer qu'on a ce qu'on appelle une non-linéarité, où est-ce qu'on va venir être capable de représenter des fonctions qui sont plus compliquées que des fonctions plus complexes que des fonctions linéaires, où est-ce que je peux juste prendre une relation linéaire entre l'entrée et la sortie. Petit bémol matheux, je viens d'un bac en maths, moi, je trouve ça important. Ça se peut que vous n'ayez pas été satisfait par cette explication-là. C'est pas grave, on peut continuer au prochaine étape. Donc, fonction d'activation, il y en a plusieurs. La première, Tanache. Tanache, c'est une fonction qui va prendre en entrée la somme des poids, la somme dans le neurone, et qui va nous retourner quelque chose entre -1 et 1. Donc, tu le vois ici, la valeur minimale de Tanache, c'est -1. La valeur maximale de Tanache, c'est 1. Pourquoi est-ce qu'on prend Tanache? La dérivée de Tanache est facile à calculer. C'est, je ne me rappelle plus exactement de la dérivée de Tanache, mais c'est une fonction de Tanache, donc c'est beaucoup plus facile à manipuler. On va voir pourquoi on sort des dérivées plus tard. La relue qui veut dire Rectified Linear Unit, ça c'est pour vous montrer à quel point la non-linéarité n'a pas besoin d'être compliquée. La non-linéarité, dans ce cas-là, tout ce qu'on a, c'est qu'on a deux lignes droites qui se croisent à 0. Donc, d'un côté, on considère tout comme un 0. De l'autre côté, on va juste retourner la valeur originale. Bien, la relue, c'est extrêmement facile à optimiser parce que, justement, c'est une fonction qui est prévisible, j'ai goût de dire. Là. Donc, on a tout ce qu'on veut dans un programme de destination. On a une fonction qui est convexe, on a une fonction qui est Lipschitz. On est extrêmement heureux. Par contre, le problème avec la relue, c'est que... non, excuse-moi, pas le problème. Ce qui est intéressant avec la relue, aussi simple soit-elle, elle est utilisée dans les réseaux complètement monstrueux que je vous montrais au début avec des performances faramineuses. C'est des relus qu'on a là-dedans. Donc, on n'a pas vraiment une fonction d'activation qui est extrêmement spectaculaire. Des relus, c'est suffisant pour apprendre à traduire de l'anglais au français. Quand même cool, hein? Comme constat.
Et on a aussi la fonction logistique. La fonction logistique a une forme un petit peu comme la Tanache, excepté qu'au lieu de retourner une image entre moins 1 et 1, elle retourne entre 0 et 1. Donc, c'est une adaptation un petit peu du domaine. Et la dernière fonction d'activation, qui est celle qu'on va utiliser pour la dernière couche dans des problèmes de classification, c'est ce qu'on appelle la softmax. Donc, ce que cette fonction-là va prendre, c'est qu'elle va prendre la valeur de chacun des neurones et elle va la transformer vers une distribution de probabilité. Cette distribution de probabilité-là, elle est faite en calculant, en calculant l'exponentielle de chacun des termes. Et donc, on va avoir qu'on a une belle distribution qui somme à 1, mais cette distribution-là, on est capable de l'exploiter pour justement dire, bien, on l'exploite pour dire c'est un softmax parce que c'est presque l'équivalent à prendre le maximum de mes neurones en entrée, mais c'est une version soft où est-ce que je suis capable de passer à dériver parce que le maximum d'un ensemble de nombres, on ne peut pas passer à dériver dessus. Donc, la softmax, c'est la sortie par préférence là, sur les problèmes de classification. Maintenant, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle des MLP pour Multi-Layer Perceptron, des réseaux pleinement connectés, fully connected. C'est tous des termes qui sont des synonymes. Quand je vous parlais de réseaux qui passent sur des images, sur des textes, on va avoir des architectures qui sont un petit peu plus tailor-fit, qui sont un petit peu plus dédiées à ces domaines-là. À gauche, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un CNN, un Convolutional Neural Network, un réseau à convolution, où est-ce qu'on va vraiment exploiter le fait que dans une image, les pixels qui sont près l'un de l'autre ont probablement de l'information importante, et c'est comme ça qu'on va traverser notre image pour extraire nos prédictions. À droite, ce qu'on a, c'est l'architecture Transformer, c'est ce qui se cache derrière ChatGPT et ces modèles-là en langue, qui va être capable de dire, je prends ma séquence de texte en entrée et j'accorde une attention différente aux différents mots pour dire, quand je suis en train de traduire le mot « chat » dans une phrase qui contenait le mot « dog » en anglais, non, c'est pas un bon exemple. Quand je suis en train de traduire le mot « chat » dans une phrase qui contenait le mot « cat » en anglais, j'ai vraiment mon attention sur le mot « cat » parce que c'est ce mot-là qui devient « chat » en français. Donc, c'est cette logique-là qui est aussi présente dans d'autres architectures pour des domaines plus spécifiques. Maintenant, on avait dit qu'on voulait minimiser l'erreur de prédiction. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir un modèle qui est bon pour prendre notre entrée et nous sortir une sortie qui est près de celle à laquelle on s'attend. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on va avoir une fonction de perte, une loss, qui va comparer la prédiction du modèle, f de x, et la vérité terrain, y. Alors, si on est dans un cas de régression, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une Mean Squared Error, MSE, où est-ce qu'on va calculer l'erreur au carré entre notre prédiction et notre cible. Quand on fait de la classification, on a ce qu'on appelle une cross-entropie. La cross-entropie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vouloir maximiser la probabilité associée à la classe désirée. Donc, si j'ai un problème à 100 classes, ImageNet, ben, je vais juste regarder la classe qui devait être prédite. Puis je vais dire, cette classe-là devrait toujours être un 1, devrait toujours remonter vers 1. Et je vais donner du signal pour maximiser la probabilité de cette classe-là. Donc, il y a des petits tricks techniques là, sur l'effet d'une softmax. Je ne vais pas nécessairement entrer là-dedans, mais au final, comme je vous disais, la perte de cross-entropie, c'est équivalent à calculer le log de l'entrée de la cible là-dessus. Et c'est ça qu'on utilise comme perte. Et donc, ça va avoir une forme, encore une fois, une belle courbe qu'on aime optimiser, où est-ce que quand la prédiction est à 1 pour la classe, on a une perte de 0, on n'a pas fait d'erreur. Et le plus qu'on était loin de 1, le moins qu'on était confiant d'avoir 1 comme prédiction, le plus qu'on va avoir une pénalité, le plus qu'on va s'éloigner de la bonne prédiction. Juste regarder l'heure. Est-ce que c'est la bonne heure, ça? C'est de me gager. 11h05, super. Merci. OK, on a vu, ça ressemble à quoi un réseau de neurones? On sait c'est quoi ce bidule-là. Maintenant, si je vous laisse là-dessus, on ne sait pas non plus comment s'en servir. Je sais comment prendre un réseau de neurones, produire une prédiction. Ce qui m'intéresse, c'est d'en produire une bonne, évidemment. Je veux faire un entraînement. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on dit qu'on voulait minimiser la perte, la loss, elle.
Alors, ce que je veux faire, c'est vraiment ça, calculer la perte entre f de x, ma sortie, y, la vérité terrain. Dans mon cas, ce que j'ai, c'est j'ai des paramètres. Les paramètres sont l'ensemble des poids reliés à chacun des neurones. On va appeler ça généralement θ. Θ est un ensemble qui contient chacune des couches. Chacune des couches est une matrice. On fait juste simplifier la vie. On dit c'est θ, c'est tout ce qui est dans mon réseau de neurones. Alors, je cherche les bons θ. Les bons θ, c'est ceux qui ont une faible perte lorsque je pige un exemple de mon dataset. L'espérance XY élément de D, c'est ça. Je pige un exemple XY de mon jeu de données, puis je veux qu'en moyenne, quand je fais cette pige-là, j'ai une faible perte. C'est mon objectif. Donc, on dit mon objectif, ce que ça fait, c'est que ça définit une fonction qui connecte mes paramètres θ vers une espérance de perte, donc vers la valeur que j'accorde à ces paramètres-là. Et moi, ce que je veux, ce que je cherche, c'est les paramètres θ qui ont la meilleure valeur de J. Dans ce cas-là, la meilleure valeur correspond à faire une erreur de 0, donc qui minimise J. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va dire, je ne peux pas calculer l'espérance. L'espérance, ça implique que je considère l'ensemble de toutes mes données. Sur ImageNet, par exemple, j'ai des centaines de milliers d'images. Je ne peux pas aller voir chacune des images, regarder comment est-ce que mes paramètres performent là-dessus. Après ça, faire une mise à jour, retourner, aller voir mes centaines de milliers d'images. Faire ça, c'est beaucoup trop long à faire. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une approximation. On pige des exemples, un nombre n d'exemples du jeu de données. Ces exemples-là, je vais aller calculer la perte moyenne. Et ça va être une approximation de l'espérance sur le jeu de données au complet. Donc, par exemple, sur ImageNet, j'ai 100 000 images. Bien, je peux faire une batch de 32 images. Je vais en piger 32. Je vais calculer l'erreur de mon modèle sur ces 32-là et je vais faire une mise à jour par rapport à ça. C'est ce qu'on utilise en pratique. Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est, si on prend un exemple ici où est-ce que θ est simplement en une dimension, donc on a seulement θ qui est un chiffre. Bien, θ pourrait commencer au point vert ici. Et en fonction de l'erreur que j'observe, je vais vouloir minimiser mon erreur et je vais me rapprocher du point rouge qui est mon minimum pour θ sur mon jeu de données. Donc, c'est ce qu'on appelle une descente de gradient parce que j'ai suivi la dérivée de ma fonction, la dérivée de θ, et elle m'a amené à mon minimum. Ça s'appelle, notion de base, quand ma dérivée est nulle, c'est que je sais que je suis à un minimum. On est content. Maintenant, ça se généralise aussi en plus qu'une dimension. Là, on a un exemple avec 2 dimensions, un paramètre W2, W1. Bien, le même principe est vrai. Où est-ce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un chemin, qui, au lieu d'être une ligne sur la courbe, ça va être un chemin qui navigue l'espace en 2D et qui va avoir comme mon point final l'étoile qui représente mon minimum, les paramètres qui ont la meilleure performance. Et le problème, c'est que les exemples que je vous ai montrés sont des exemples qu'on appelle convexes, donc où est-ce qu'il y a un seul minimum, et à chaque fois que je descends mon gradient, ben, je me rapproche de mon minimum. Le problème principal avec les réseaux de neurones, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des minimums locaux. Et il y en a beaucoup, énormément. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on va se ramasser, qu'on fait une descente, et là, on arrive dans un point. Je suis capable de faire ça? Non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas aussi cool que William. Je pense qu'on va être la souris. Ouais, mais la souris, elle ne fait pas de dessin. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on reste pris dans un minimum local où est-ce qu'on n'a pas une solution, on n'a pas la meilleure solution, mais si on fait juste continuer de descendre, ben, on va rester pris dans ce point d'attraction-là. Et en tant que tel, la descente d'un réseau de neurones, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose comme ça, où est-ce que des minimums locaux, il y en a partout. Il y a une myriade de paramètres pour commencer. On a plus que 2 paramètres. On se rappelle, on parle d'un réseau de neurones de plusieurs couches. Je donne un exemple, ChatGPT, on parle d'un réseau de neurones entre 50 et 100 milliards de paramètres. Donc, le nombre de dimensions est assez élevé. Et ben, les minimums locaux, ben, ça ressemble plus à ça. On a des vallées, on a des pics, on a des falaises, on a des pentes.
il y a plusieurs formats différents. Donc, c'est assez difficile de trouver le minimum local. Des fois, on peut ne jamais le voir ou l'entrevoir. Et même en fait, en réalité, quand on considère l'ensemble de la fonction, c'est comme si j'avais testé tous les paramètres de θ. Puis là, je suis capable de dire, ben, regarde, voici mon loss landscape qu'on appelle, qui est le paysage de la perte. Je dis qu'il ressemble un peu à ce paysage qu'on avait montagneux. Mais en tant que tel, j'ai un paramètre de base. Je commence avec mes paramètres de base. Et là, j'en essaye un deuxième. Donc, ce que je fais, c'est que je progresse à tâtons là-dedans. Au début, je ne sais pas que j'ai une montagne devant moi. Je ne sais même pas si j'ai une falaise devant moi. Je fais juste essayer, je progresse, puis je descends. Je descends, mais je ne sais pas dans le grand scheme of things en général si je m'approche beaucoup du minimum global ou pas. Donc, c'est vraiment une tâche d'optimisation qui est difficile. La façon qu'on fait pour la résoudre, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la descente de gradient ou la backpropagation en anglais francisé, qui consiste à évaluer pour chacun des paramètres, chacun des poids de neurones, quelle est la contribution dans l'objectif final, la contribution au terme de sa dérivée par rapport à l'objectif, sa dérivée partielle par rapport à l'objectif. Donc, J prend en entrée θ. θ, des milliards, centaines de milliards de paramètres peut-être. Je vais le calculer pour chacun des paramètres. Quelle est la dérivée entre ce neurone-là, ce poids-là, et la sortie que j'ai eue. La sortie, j'ai obtenu une erreur, j'ai obtenu une perte. Je vais aller appliquer le gradient local à chacun des neurones pour le mettre à jour. Donc, je vais mettre à jour chacun de mes poids. Tous mes 100 milliards de poids, je les mets à jour en même temps, en fonction de leur poids, de leur contribution respective à l'objectif. Comment je les mets à jour? C'est pas compliqué, on fait un moins égal en Python, qui est juste de dire, ben, D, c'est mon estimation de la contribution de ce paramètre, de ce neurone-là à mon objectif. Ben, je vais aller juste le tasser d'un epsilon vers cet objectif-là, qui correspond à descendre le gradient. Ce qu'on voyait plus tôt, où est-ce qu'on progressait sur la courbe, ben, c'est ça, on descend le gradient, on s'en va dans le sens où est-ce que la perte aurait été diminuée. Et c'est pour ça que je vous parlais de fonctions dérivables, du fait qu'on veut avoir des fonctions qui sont plaisantes à dériver. Mais pour calculer la dérivée de 100 milliards de paramètres, j'aimerais ça ne pas avoir besoin de passer par une approximation complexe. Relu, une dérivée qui est un 0 ou un 1. C'est exactement le genre de choses qu'on cherche. On ne veut pas perdre du temps à calculer la dérivée, on veut juste calculer une dérivée et passer à la prochaine étape. Donc, comment ça se passe? C'est que quand on fait un entraînement, on va avoir certains neurones qui sont identifiés comme ayant contribué davantage ou moins à la sortie. Donc, dans ce cas-là, si vous voyez, les neurones en rouge foncé sont les neurones où est-ce qu'on a dit il faut que tu te déplaces fortement négativement. En vert foncé, fortement positivement, où est-ce qu'on va augmenter la valeur du poids, on va la diminuer, ainsi de suite. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passe là, lorsqu'on fait un entraînement. On a plusieurs updates comme ça, plusieurs millions d'updates comme ça, et à la fin, on a un modèle qui est capable d'être très bon sur notre jeu de données. En tant que tel, la règle d'update que je vous ai montrée là, ici, qui était le moins égal, c'est ce qu'on appelle le SGD, la Stochastic Gradient Descent. Il y a d'autres règles que celles-là qui sont faites pour mettre à jour les poids. Je n'irai pas nécessairement dans le détail des différentes règles qui existent, mais en général, la littérature va soit considérer SGD, le format de base, ou ADAM, qui est un optimiseur un petit peu plus détaillé, mais qui va justement, encore une fois, servir à dire, si je calcule la dérivée de chacun de mes neurones par rapport à la sortie, comment est-ce que je mets à jour mes poids? Donc, c'est juste plus qu'une façon de mettre à jour les poids. OK. En général, qu'est-ce qu'on a quand on a un problème d'apprentissage machine d'apprentissage automatique, en particulier avec de l'apprentissage profond? On a des données. On va les utiliser on va les passer en entrée à notre réseau. Notre batch de 32 images, je la prends, je la passe à mon réseau. Mon réseau va me dire, OK, voici ma sortie. À partir de la sortie de mon réseau,
Je vais calculer ma loss, je vais calculer ma perte, donc à quel point les images, les prédictions étaient loin ou près des cibles que je voulais qu'ils obtiennent. En fonction de la perte, je vais faire ma back prop, donc faire pas ma descente de gradient, mais calculer les dérivés partiels de chacun des neurones par rapport à la loss. Et après ça, je vais faire un pas d'optimisation. Donc, je vais faire ma descente de gradient pour dire, OK, voici vos dérivés partiels, voici votre nouvelle valeur. Et on y retourne. Je vais avoir d'autres données, un nouveau réseau mis à jour. Je vais éventuellement descendre jusqu'en bas. Je vais avoir mis à jour mon réseau. Et on fait ça plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle un update. Alors, pseudocode, juste pour clarifier un petit peu ce que j'ai dit conceptuellement, on va avoir du réel code qui s'en vient un petit peu plus tard. Donc, le pseudocode, comment ça fonctionne? Si je dis, je veux train un réseau. S, c'est un dataset, c'est un jeu de données qui contient mes paires d'exemples. F, c'est mon réseau de neurones. Quand je dis c'est mon réseau de neurones, c'est si on se rappelle l'image d'un réseau de neurones, j'avais dit que j'avais des couches. Bien, dans mon réseau de neurones, il faut quand même que je dise au départ, OK, ben toi, tu vas avoir 4 couches cachées qui vont chacune avoir 32 poids. Donc, il faut quand même que je lui dise, ça ressemble à quoi le réseau que je veux que tu cherches. Puis après ça, on va mettre à jour les paramètres pour trouver les meilleurs paramètres sur cette forme de réseau-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par dire, on va faire ça sur N époque. Une époque, c'est le fait de traverser l'entièreté de mon jeu de données pour mettre à jour, faire mes updates. Donc, on compte ça en époque parce que c'est un concept qui nous permet de dire voici combien de fois j'ai traversé l'entièreté de mon jeu de données. Donc, si j'ai un jeu de données de 100 000 exemples ou un jeu de données de 1000 exemples, au final, combien de fois est-ce que mon modèle a eu besoin de voir chacun des exemples pour apprendre? Donc, comme ça, je peux dire, mettons 10. Si tu vois 10 fois chacun des exemples, tu as probablement déjà vu assez d'informations pour apprendre ton comportement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je vais piger une batch. Donc, ma batch, ici, ce qu'elle va faire, c'est, je vais dire, par exemple, je vais obtenir 32 images d'ImageNet, ben, je vais prendre le jeu de données, je vais piger 32 images. Ça va me faire une batch. Sur cette batch-là, pour chacun des base items, donc 32, je vais aller calculer la perte de mon modèle sur ces 32 items-là. Donc, je vais prendre chacun des items, je vais le passer à mon réseau de neurones, je vais calculer sa perte, je vais faire la moyenne de ça, et ça va me donner petit l, mon estimé de la perte en général. Je vais commencer par aller calculer D, ma mise à jour, qui va être le gradient de chacun des poids par rapport à ma perte. Et je vais mettre à jour mes poids avec un optimiseur. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait un entraînement. On navigue le dataset, on pige des batchs, on calcule la perte, on met à jour le réseau et on répète. Rinse and repeat. On fait ça n époque fois. Maintenant, les réseaux de neurones, c'est puissant. Les réseaux de neurones, en fait, on a un résultat qui nous dit, qui s'appelle le Universal Approximation Theorem, qui nous dit que à toute fin pratique, j'ai dit trop vite. OK. À toute fin pratique, n'importe quelle fonction qu'on est capable de représenter est représentable par un réseau de neurones. J'ai à toute fin pratique parce que, encore une fois, le background matter, il y a des contre-exemples qui ne sont pas représentables par un réseau de neurones, mais c'est des exemples qui sont extrêmement niches, extrêmement difficiles. Tout ce qui est autour de nous, on peut faire l'hypothèse que ça se représente par un réseau de neurones. C'est formidable comme constat parce que ce que ça veut dire, c'est, on se rappelle les slides de underfitting, just right, overfitting, que William nous a présenté tantôt. Ça veut dire que toutes les courbes qui sont là sont représentables par un réseau de neurones. C'est certain. On peut faire cette hypothèse-là que le réseau de neurones peut être mauvais, peut être parfait, il est capable d'apprendre par cœur notre jeu de données. Donc, il est capable de tout faire ce qu'on lui demande. Donc, c'est un blessing, c'est ce que je voulais dire par ma slide. Mais c'est aussi un problème. Parce que justement, comme notre réseau de neurones est capable de représenter n'importe quoi, ben en particulier, il n'y a aucune difficulté à apprendre nos données par cœur au complet. Et quand je vous parle d'aucune difficulté, je parle de jeu de données avec 100 000 images à ImageNet. Aucune difficulté pour un réseau de neurones suffisamment gros à apprendre ça par cœur. Donc, il faut qu'on incite notre réseau à dire
Je sais que tu es capable d'apprendre ce modèle-là à droite, mais il est mauvais. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est le modèle du milieu. Donc, on a un problème assez fondamental en apprentissage, profond, qui est vraiment le problème avec lequel on a tous à se battre là, tout le temps qu'on fait des réseaux de neurones. Comment est-ce que je m'assure que mon réseau de neurones n'est pas en train de juste apprendre par cœur mes données, puis il est en train d'apprendre quelque chose qui va généraliser à des nouvelles données. Là, pour ça, il y a... Ben, c'est ça, donc. Overfitting, on en a parlé ce matin avec les méthodes standards. Un problème avec les méthodes standards, avec le deep learning, la seule chose qu'on a à faire presque. C'est littéralement le nerf de la guerre, c'est on ne veut pas overfitter, on va être capable d'avoir une performance qui généralise. Une première méthode pour ne pas overfitter, c'est d'appliquer la régularisation. Donc, dans la régularisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre fonction de perte pour dire oui, on parle de MLE. Là, MLE, c'est la cross-entropie. On va calculer la cross-entropie, donc on calcule notre fonction de perte de base et on va ajouter un terme à notre fonction de perte qui va pénaliser les réseaux qui sont plus sensibles à surapprendre, donc à faire du overfitting. Cette perte-là peut être, par exemple, cette pénalité-là peut être la pénalité L2 qu'on appelle, qui est de faire la somme des poids au carré. Elle peut aussi être la pénalité L1. Donc, dans tous les cas, L1, L2, je ne vais pas entrer dans les détails de laquelle fait quoi exactement, mais ce qu'on fait, c'est qu'on vient ajouter une pénalité à notre réseau qui va dire tu peux avoir des poids qui sont immenses. Parce que des poids qui sont immenses, on pense que c'est plus sujet à apprendre par cœur le réseau. Mais si tu as des poids qui sont immenses, tu dois vraiment avoir un grand gain de performance pour que ça vaille la peine d'aller vers là. Donc, si jamais tu es capable de représenter la même structure avec des poids qui sont plus bas, tu devrais les prendre. C'est l'exemple, donc... boy. Je vais l'avoir. Okay, ouais. Donc, dans cet exemple-là, ce qu'on a généralement, c'est qu'on dit à gauche, on a une régression linéaire, donc on a seulement un poids qui est sur le x à la 1. À droite, on a une régression qui est quadratique. On a un poids sur x à la 1, un poids sur x à la 2. Et au milieu, je voulais dire, puis à droite, ce qu'on a, c'est fonctions qui se promènent d'un bord à l'autre. On a probablement quelque chose du genre x à la 17 là-dessus. Donc, on a un modèle qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il va considérer des degrés de polynôme plus élevés. Alors, avec la régularisation, on va venir pénaliser ces degrés-là plus élevés. On va dire, tu ne peux pas considérer des solutions super compliquées parce que ça doit, la solution qui doit mieux généraliser doit être celle qui est la plus simple. C'est l'intuition qui est là. Maintenant, une autre approche qui est propre au réseau de neurones, c'est ce qu'on appelle le dropout. Dans le dropout, ce qu'on va faire, c'est, au lieu de considérer l'ensemble du réseau de neurones, on va, à chaque fois qu'on va chercher une prédiction, dropper certains neurones du calcul pour dire les neurones avec le X à droite, par exemple, on ne les utilise pas pour cette calculation-là. Mais on va faire ça de manière aléatoire à chaque prédiction qu'on fait. Donc, quand on fait ça, on vient forcer le réseau à considérer des connexions qui ne dépendent pas toujours les unes des autres. L'intuition étant que si tu es capable d'apprendre par cœur tes données, tu as besoin de toujours avoir un processus stable qui me permet de dire, OK, bon, ben, cet exemple-là, je le connais, c'est l'exemple 17, y égale 1. En plus, c'est l'exemple 22, y égale 8. Donc, c'est comme ça. Quand je viens faire du dropout, je viens empêcher la propagation de cette information-là de par cœur, parce que justement, à chaque fois qu'il y a une prédiction qui est faite, la prédiction, elle est... tu utilises une version randomisée du réseau pour la faire. Donc, c'est une manière aussi de régulariser qui existe. Une autre manière de faire qui est assez standard en apprentissage profond, qui est généralement ce que moi j'utilise, je pourrais vous dire, là, donc c'est ce qu'on appelle le early stopping. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, j'ai un jeu d'entraînement, ImageNet 100 000 images. Ce que je vais faire, c'est au lieu de considérer 100 000 images, 100 000 images, je n'ai probablement pas besoin des 100 000 images pour comprendre. Probablement que 80 000, c'est suffisant. Je vais séparer mon jeu en entraînement et validation. Les 20 000 images que je ne veux pas prendre pour m'entraîner,
Je vais les prendre pour tester la capacité à mon modèle à généraliser. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, j'ai mon erreur sur le training set, c'est la courbe du bas, qui, elle, va descendre progressivement jusqu'à ce que mon réseau finisse par apprendre par cœur mes données. Et je vais toujours regarder en même temps, ce réseau-là, est-ce qu'il est bon en validation aussi? Et c'est selon son erreur en validation que je vais choisir mon réseau que je retiens, parce que le réseau en validation, c'est celui qui a été capable de généraliser des exemples que je n'ai jamais vus. Parce qu'en validation, on se rappelle, c'est des exemples que je ne vois pas en entraînement. Donc, je peux voir quand mon erreur commence à remonter en validation, c'est que je suis en train de faire du overfitting. Quand je fais du overfitting, c'est pas ce que je veux. Donc, je fais du early stopping, je dis, oh, on arrête ici. Là, tu es en train d'apprendre par cœur. Ce que tu fais, tu es en train de devenir pire que ce que tu étais tantôt parce que tu es trop bon sur le jeu d'entraînement. Moi, ce que je veux, c'est le jeu de test, c'est les autres problèmes. C'est pas juste le jeu d'entraînement que je veux que tu sois bon à prédire. Et donc, c'est essentiellement les méthodes que je vais vous parler là, pour essayer d'éviter de overfitter. Maintenant, ce qu'on va avoir en pratique, on va avoir 2 librairies qui vont nous permettre de faire du deep learning, donc pour passer du pseudocode qu'on a vu tantôt à du code fonctionnel qui réussit à entraîner des modèles. On va avoir TensorFlow, on va avoir PyTorch qui sont les 2 librairies principales. En général, le domaine de la recherche et même le domaine industriel maintenant préfère PyTorch un petit peu plus flexible. On a une démo qui va présenter PyTorch. Pour ceux qui désirent TensorFlow, il y a des exemples qui sont sur Internet. Moi, je vous dirais PyTorch est généralement plus facile à apprendre, plus facile, plus malléable. Et bien, c'est aussi ce qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, c'est autour d'exemple. J'ai une question pour toi. Oui. Si je reviens à ta slide 24, est-ce que tu pourrais mieux expliquer la différence entre ton ensemble d'entraînement, de validation et de test? Oui. Ça soit clair pour toi. Boy. Je l'ai là. OK, oui. OK. Oui, c'est une bonne question. Quand on fait un problème standard, ce qu'on a vu ce matin, on veut prendre notre jeu de données. Toutes les données qu'on a collectées à jamais, on veut les séparer en entraînement et en test pour dire, je vais avoir mon modèle qui utilise ces données-là pour s'entraîner, et en test, je vais tester à quel point il est bon sur des nouvelles données, des données qu'il n'a pas vues à l'entraînement. Ça, c'est le point de départ. Quand on est en deep learning, on va prendre le jeu d'entraînement et on va le reséparer en train et valide, où est-ce que valide va servir un petit peu comme test, sauf qu'au lieu d'utiliser valide pour tester est-ce que mon modèle généralise bien en général, je vais l'utiliser pour sélectionner c'est quoi le modèle qui généralise le mieux parmi ceux que je teste en entraînement. Donc, on a vraiment, on peut dire sur les 100 000 images d'ImageNet, j'en prends 20 000 en test, j'en prends 20 000 en validation et le reste, je m'entraîne là-dessus. Puis pourquoi on fait ça? C'est parce que si on utilisait le jeu de test pour sélectionner notre modèle, ben on ferait de la triche. Parce que, par exemple, on veut rapporter nos métriques sur le jeu de test pour dire qu'on généralise bien. Ben, en tant que tel, je sais que j'ai une bonne métrique en test parce que j'ai utilisé test pour sélectionner mon modèle. Donc, c'est important d'avoir deux jeux de données différents. Et c'est important dans tous les cas que ces données-là ne soient pas dans l'ensemble d'entraînement, ce que le modèle voit quand on pige des batchs. Parce que sinon, là, on va juste aller voir si le modèle a appris par cœur ces données-là. Et en fait, d'ailleurs, c'est un bon point. C'est probablement le plus mauvais smell, la chose la plus suspicieuse qu'un quelqu'un qui commence à faire du deep learning va toujours rencontrer. Quelqu'un va arriver et va dire « Hey, j'ai 100% en test, je suis un génie, mon modèle marche formidablement. » Tu as tes données de test dans ton jeu d'entraînement, c'est toujours ça. Ça a toujours été ça, ça va toujours rester. 100%, c'est la chose la plus suspecte en apprentissage automatique. 95, superbe. 100%, 99, extrêmement suspect. Tu as probablement ce qu'on appelle du leaking. Tu as des exemples sur lesquels tu testes que tu as vu en entraînement. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'assurer qu'on évite ça. Si ça répond, j'ai comme fini par bouncer, mais. Yes. Oui. Une question sur la régularisation avec des protocoles. Oui. Dans le fond, si j'ai bien compris, chaque modèle qui est produit aléatoirement est comme un peu moins bon, parce que le but, c'est de faire de l'overfitting. Oui. Mais est-ce que, puis dans le fond, on conserve toujours dans le modèle cet aspect aléatoire-là? Puis ma question, dans le fond, c'est pourquoi, à force de tester des modèles aléatoires, on n'obtient pas un modèle qui finirait par être le mieux, qui ne ferait pas de l'overfitting, puis qui
en testant chacune de ces versions aléatoires-là, est-ce qu'on finirait pas par trouver un modèle qui serait comme parfait? C'est une bonne question. En fait, je veux juste répéter pour les gens en ligne. Là, la question, c'est par rapport à quand j'utilise du dropout, est-ce qu'en testant ces différentes combinaisons de modèles-là, on finirait pas par être capable de retrouver le modèle parfait? OK, c'est parfait. L'intuition, c'est que les neurones qui sont barrés en X sont toujours différentes les unes des autres. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu retrouves un modèle parfait pour un sous-modèle, ben, dans la prochaine batch, tu vas utiliser un autre sous-modèle et tu vas remettre à jour par rapport à ce sous-modèle-là. Et donc, tu te ramasses avec des objectifs qu'on dirait, je dirais, concurrents, où est-ce que tu ne vas pas nécessairement être en train de toujours... c'est peut-être pas la bonne façon de le présenter pour que ce soit simple. je vais juste rewind. Le dropout, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est à chaque fois, les X sont différents. Les neurones que je passe sont différents. Donc, si je prends le même exemple et je le passe 10 fois dans mon réseau de neurones, je vais obtenir 10 sorties différentes parce que j'ai visité 10 combinaisons de neurones différentes. Maintenant, ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre d'avoir des représentations plus robustes de données. On va moins prendre pour acquis, on a accès à tout ce qui existe. Par contre, pour de là à dire est-ce qu'on se rapproche du modèle parfait, ben, d'une certaine façon, on va forcer notre modèle à faire des erreurs en faisant ça, parce qu'on va lui rajouter de l'aléatoire, on va lui rajouter une pige sur ce qu'il considère. Puis en tant que tel, comment c'est fait à l'inférence. Donc, quand on veut juste obtenir une prédiction, pas à l'entraînement, mais à l'inférence. Je ne vais pas dans ce détail-là pour le dropout, mais c'est des questions intéressantes. C'est qu'on va justement, on va considérer une pige aléatoire en général. On va dire, si je masque la moitié de mes neurones, ben, je vais juste considérer que j'ai pris la moitié de mes neurones, puis je fais fois 1/2 à leur sortie pour considérer que j'ai vraiment fait toutes les piges, comme si j'avais fait l'ensemble des piges existantes. Mathieu. Oui, please help. En fait, une édition alternative du dropout, en fait, il y a deux choses. Tu peux voir le dropout comme. Là, je ne sais pas s'ils m'entendent en avant, je pense que ça va être facile. Je vais faire le spotlight déjà. Puis en fait, c'est pas que Mathieu l'explique mal du tout, c'est que je l'ai dit dans mon mémoire, fait que c'est quand même vraiment frais. Bon, tu peux voir le dropout comme deux choses. Tu peux voir ça comme si ça induit une distribution sur les modèles que tu considères pendant l'entraînement. Fait qu'à chaque fois que tu shut down un neurone, ben, tu as comme créé un nouveau modèle. Puis, ben, tout dépendant combien tu en shut down par fois que tu fais de l'inférence, right? Ben, tu induis une distribution sur tes modèles que tu considères. Puis, l'intuition derrière, là, que les auteurs ont mis de l'avant du papier de Dropout, en fait, c'est que tu veux éviter le feature co-adaptation, ou genre le neuron co-adaptation. Fait que, disons que tu as un neurone qui comprend que ça, c'est une courbe, puis ça, c'est une ligne droite, puis ça, c'est un pied d'oiseau. Bien, tu sais, à quelque part, si tu vois celui qui est comme trop spécifique, là, qui va genre voir le pied d'oiseau, mais éventuellement, tu aimerais ça qu'il apprenne pas juste un pied d'oiseau, parce qu'il va peut-être pas toujours avoir ses voisins qui vont comprendre que c'est une ligne droite ou bien une courbe, right? Fait qu'en le mettant en off une fois de temps en temps, en mettant en off ses voisins, là, sa ligne droite puis sa courbe, ben, ça fait comme OK, il faut peut-être que j'apprenne des concepts plus généraux qu'un pied d'oiseau. Ça fait tout ça? Un peu. Okay. Sinon, je vais vous poser des questions mais c'est pas tout à fait clair encore. OK, sure, c'est bon. Mais il n'y a pas de questions stupides. Là. En fait, on est là pour vous apprendre. Fait que je te laisse le micro. Je pense justement, c'est ça, ouais, ça va être bon timing pour passer à la démo. Là, c'était ça et ça. OK, puis là, après... Oui. Yes, donc on va y aller sur un petit exemple pratique qui va vous être partagé par la suite. Dans le fond, on va en faire un, c'est avec un MLP, donc comme on a dit, un réseau pleinement connecté, un exemple très simple. Dans le fond, le collab va être partagé par la suite. Puis, donc, on va en avoir un qui est assez simple. Il y en a aussi deux autres qui sont des ressources supplémentaires parce que ça va être sur un CNN. Puis, il y en a un autre aussi, c'est également sur un CNN, mais où on utilise des poids d'un réseau préentraîné.
Donc, dans le fond, imaginons un réseau plus gros qui a été justement entraîné sur ImageNet. Puis si on voudrait prendre tout cet entraînement-là, ces poids-là, et l'utiliser pour une tâche connexe, similaire de détection d'images, mais pas tout à fait pareil, dans le fond, sur des images qui n'auraient pas déjà été vues. Donc, il y aura ces collabs-là également disponibles. Donc, dans le fond, c'est ça. On va utiliser, comme à la présentation de William, NumPy, Pandas, Seaborn, Scikit-learn également on va prendre des données de Scikit-learn. Et également PyTorch, c'est ici les fonctions de PyTorch, qui est une librairie, comme Mathieu l'a mentionné, spécifique au Deep Learning. C'est ça. Et donc, comme on a mentionné, des hyperparamètres, on prend notre taille de batch de 32, notre mini-batch, notre learning rate, dans le fond, le pas de mise à jour des paramètres pour notre réseau. Après, ici, on a pris un nombre d'époques 100, c'est-à-dire le nombre de fois où le réseau va être exposé, va voir les exemples. Voilà. Alors là, on prend le jeu de données dans Scikit-learn de California Housing. Donc, on peut voir c'est quoi. C'est, dans le fond, c'est des blocs de maisons en Californie. Je pense que c'est dans les années 90, en census américain. Et il y a 8 attributs. Bon, le revenu médian du bloc, l'âge moyen des maisons dans ce bloc-là, le nombre de chambres, de pièces, le nombre c'est quoi la population, c'est-à-dire le nombre de personnes dans ce bloc-là, qui peut varier, le nombre de personnes qui occupent la maison, puis l'emplacement géographique. Donc, c'est toujours important, dans le fond, une bonne pratique, de bien connaître nos données, de savoir en quoi elles constituent, c'est quoi les attributs pour mieux commencer notre projet d'apprentissage automatique ou d'apprentissage profond. Ici, on peut voir, encore une fois, une bonne pratique de voir à quoi ressemblent les valeurs de nos attributs. Ici, la valeur est en centaines de milliers de dollars. Encore une fois, comme l'a bien présenté William, ici, on peut voir les statistiques de notre jeu de données. On a 20 640 données. La moyenne, donc 200 000 environ, la valeur moyenne des maisons dans les blocs. Le min et le max, c'est donc 500 000 $. Puis aussi, encore une fois, une bonne pratique, c'est... Ouais, on ne voit pas très bien, on ne va pas voir toutes les... on ne va pas voir toute Peut-être le size qu'il faut changer. Oui, c'est ça, en tout cas. On pourra le diminuer par la suite. Juste de visualiser un peu la relation entre la valeur prédite, la valeur cible, et certains attributs. Donc là, on peut voir comme intuitivement, on l'aurait deviné que le revenu moyen d'un bloc, il y a une relation avec la valeur de la maison. Puis aussi, ici, on peut voir, ça c'est sur l'âge de la maison. L'âge des maisons dans un bloc, il ne semble pas avoir de relation directe avec la valeur. Donc, c'est ça. Donc, l'importance du réseau de neurones, l'important pour le réseau de neurones, ça va être de trouver les poids attribués à chacun des attributs pour éventuellement prédire la valeur cible. Voilà. Donc, dans le fond, on a vu un peu nos données de Scikit-learn. On va les importer. Aussi, ça, c'est juste pour voir, on a bien nos données. On a 20 640 données qui ont 8 attributs. Ça, c'est notre X et notre Y. C'est nos valeurs cibles. À quoi ça ressemble en format vectoriel. Puis ici, dans le fond, ça va être notre Y, ça va être, c'est ça, c'est un vecteur de valeurs cibles. Et comme on vient juste de le mentionner, on va séparer nos données en 3 ensembles. Donc, notre ensemble d'entraînement, de validation et de test. Donc, c'est ça, comme on l'a mentionné, les données d'entraînement, c'est les données auxquelles notre réseau va être exposé pour mettre à jour ses paramètres. La validation, ça va nous aider à optimiser le réseau. On veut optimiser notre réseau vers l'ensemble de validation. Puis l'évaluation finale du réseau de neurones, de notre prédiction, de notre généralisation, ça va être sur notre ensemble d'entraînement. Donc, on peut le voir ici. La taille, on a 12 000
données d'entraînement, 4000 données de validation, 4128, pardon, données de test. Et bon, on va commencer avec PyTorch. On va convertir nos données en format que notre réseau de neurones va pouvoir comprendre. Donc, avec Tensor Dataset, ça va être nos 3 ensembles de données. Et par la suite, on va les mettre dans ce qu'on appelle des data loaders. C'est ce qui va permettre de feeder, dans le fond, les données à notre réseau de neurones. Ça va être automatiquement séparé en taille de batch. Et aussi, on va, dans le fond, mélanger aléatoirement nos données d'entraînement, juste être sûr qu'il n'y ait pas de lien séquentiel qu'on ne connaîtrait pas. Par la suite, on va définir notre fonction d'entraînement. C'est ça, donc on va mettre notre réseau en entraînement et on va dire, bon, enable grad, ça veut dire qu'il va y avoir un gradient qui va être calculé. Par la suite, donc pour chacune des XY, pour chacune des batchs de XY dans notre data loader d'entraînement, bon, on va les mettre, les X et les Y, sur nos GPU, parce que c'est nos GPU qui vont faire les calculs lorsqu'ils sont disponibles. Donc, to device, on va les, dans le fond, transférer à la mémoire du GPU. Par la suite, c'est ça, on va mettre notre gradient à 0 pour notre optimiseur, juste être sûr qu'on calcule un nouveau gradient puisqu'il n'y a pas une accumulation. On va, c'est ça, on va faire nos prédictions. On va calculer ensuite je n'ai pas mentionné tantôt, là, on l'a vu rapidement, mais dans le fond, la fonction de perte qui est utilisée ici, étant donné que c'est une régression, c'est la MSE, donc l'erreur au carré, entre notre prédiction et notre cible. Donc, on va le calculer sur les prédictions du réseau. Et ensuite, avec loss.backward, on va, c'est ça, faire notre on va calculer, dans le fond, nos dérivés et on va faire la mise à jour. On va faire la rétropropagation et après, avec optimizer.step, on va mettre à jour nos paramètres du réseau. Et ici, bon, on va calculer, dans le fond, c'est quoi notre perte pour avoir des métriques d'entraînement. Par la suite, pour notre fonction de test, ici, on va mettre notre réseau en format eval et on va lui dire, bon, on ne veut pas calculer de gradient étant donné qu'il n'y a pas d'entraînement qui va être fait sur les données. Et on fait la même chose encore. On va avoir nos XY pour nos mini-batch dans notre data loader. On va les mettre sur notre GPU. On va calculer, on va avoir notre prédiction. On va calculer la perte en test. Et ensuite, on va sortir nos résultats sur la perte. Et par la suite, on fait une fonction d'entraînement et de test, où on va tout mettre ça ensemble. OK. Donc, dans le fond, pour le nombre d'époques, donc le nombre de fois auquel notre réseau va être exposé aux données, ici, ça va être 100. On va faire notre entraînement. On va calculer donc notre perte d'entraînement, notre perte de validation. On va sortir tout ça. Et par la suite, on va, une fois que notre nombre d'époques fait, dans le fond, nos 100 expositions aux données d'entraînement va avoir été fait, on va faire notre test et on va l'évaluer. On va avoir notre perte en test. Donc, pour commencer, juste pour voir c'est quoi les résultats d'un réseau très simple. Donc, dans le fond, c'est une régression. Là. Ici, on peut le voir, le format du réseau. Bon, on a nos 8 features. On a un neurone. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est une régression très simple. Donc, dans le fond, ici, c'est juste une combinaison, une somme pondérée sur chacun de nos features, de nos attributs. Qu'est-ce que ça nous donne comme perte? Bon, ici, est-ce qu'on va bien le voir? Non, ça va être encore trop gros. Mais bon, ça va revenir qu'on voit que, dans le fond, notre perte en entraînement et en validation est très similaire. Même chose pour notre test, à
ont 0,53 environ en validation et 0,56,7 en test. Bon, ça ressemble à quoi? Bon, on est vraiment trop gros, peut-être. Mais t'es pas connecté, fait que ça marche. Ah ouais, je suis pas connecté. Ouais, bon, parfait. Bon, on voit quand même bien ici. Là. Bon, parfait. C'est ça, donc on voit que là, je pense, notre bleu, c'est ça, c'est notre perte d'entraînement en bleu. Puis ici, la ligne pointillée, c'est notre perte en validation. Puis on voit que les deux se suivent dans le fond. Là, sont très proches l'une de l'autre. Il n'y a pas de surapprentissage en tant que tel. Mais bon, c'est ce qui est attendu également. On a juste un neurone. Puis ça s'arrête, l'apprentissage s'arrête pas mal, bon, à l'époque 20. Donc, voilà. Et si on met plus de neurones, une couche supérieure, mais on n'a pas encore de fonction d'activation, qu'est-ce que ça nous donne? Comme l'a mentionné Mathieu tantôt, bien, ça ne nous donne pas grand-chose de plus. On est à une perte similaire. En fait, il y a même, si on regarde le graphique, il y a même plus d'instabilité. Pourquoi? C'est juste parce qu'on a plus de paramètres à trouver, mais ça reste une somme pondérée. Donc, on n'a rien ajouté, il n'y a pas de transformation non linéaire. On a juste rendu la tâche plus difficile pour le réseau. Mais si on y va pour un réseau de neurones, comme on l'a décrit, avec une fonction d'activation, une relue, avec une seule couche, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça va nous donner? On voit qu'on commence à avoir des performances plus intéressantes, un peu plus basses que ce qu'on avait juste sans fonction d'activation. Et on commence à avoir un peu de surapprentissage. Et encore une fois, on voit que l'apprentissage n'est pas, est pas tout à fait stable. Il y a des fois que, pour un certain nombre de fois où le réseau va être exposé aux données, il va avoir une perte plus élevée, d'autres fois plus basse, et ainsi de suite. Et on voit que la perte en entraînement continue de diminuer, comme on l'avait mentionné. Et si on voit maintenant, si on ajoute une couche supplémentaire, une troisième couche à 100 neurones encore, qu'est-ce que ça nous donne? Des résultats un peu mieux, un peu meilleurs. Et là, on commence à bien voir le surapprentissage. La perte en entraînement continue de descendre. Notre perte en validation ne bouge pas beaucoup, particulièrement après 20 époques. Et en ajoutons-en une quatrième pour voir. Encore une fois, notre perte en validation n'a pas changé énormément, mais notre perte en entraînement continue à diminuer. Donc, dans le fond, étant donné de la puissance, dans le fond, on augmente la puissance de notre réseau, de la profondeur du réseau. Ça fait en sorte qu'il continue à apprendre, mais on peut considérer que c'est du surapprentissage qui commence à apprendre par cœur nos données, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc, dans le fond, c'est un peu aussi l'utilité de l'ensemble de validation. C'est que ce qu'on pourrait faire, c'est couper, faire du early stopping, couper notre nombre d'époques, dire, bon, à partir de, disons, une vingtaine d'époques, on va choisir ce réseau-là en test. On a plus une confiance plus grande que notre réseau va mieux généraliser en test. Donc, c'est ça. Après, bon, vous avez une comparaison des pertes, les différentes pertes. Donc, ici, on a les deux réseaux qui étaient une somme pondérée, qui était linéaire sans couche d'activation, sans fonction d'activation. Puis les autres, on voit là, ça c'est toujours la perte en validation. Donc, sont très similaires l'une par rapport aux autres. Et bon, aussi, c'est une petite introduction, et vous en avez aussi dans les autres collabs. C'est l'introduction à la librairie Poutine. Oui, pardon. Oui. Oui. La fonction de validation, en fait,
y a-t-il une façon numérique d'estimer quand est-ce qu'on devrait faire notre early stopping? Oui, absolument, c'est ça. Donc, dans le fond, il y a des fonctions qui existent où ce que, automatiquement, ça peut faire le early stopping, c'est-à-dire, bon, prenez la perte, ça peut être soit en entraînement, mais bon, on va prendre la perte en validation. J'entraîne pour, supposons, sans époque, prends le modèle, les paramètres à l'époque où la fonction de la perte en validation va être la plus faible, automatiquement. Et c'est ce qu'on va vouloir faire habituellement. C'est ça. Donc ici, ce que je voulais mentionner, c'est juste, bon, c'est ça, c'est une librairie Poutine qui est basée sur PyTorch, qui a été développée par des étudiants gradués de l'université. Et dans le fond, c'est que ça élimine tout ce qui est du code boilerplate standard dans PyTorch. Donc, ça permet d'y aller plus rapidement, de commencer plus rapidement nos expériences. Ça, c'est juste une petite introduction pour faire un peu, somme toute, la même chose que tout le code qui a été présenté. Donc, dans le fond, bon, on choisit notre optimiseur Adam, notre perte, puis après, on utilise la classe modèle dans Poutine. Bon, on met notre réseau de neurones, c'est-à-dire l'architecture qui est choisie, combien de neurones par couche, le nombre de couches. On met notre optimiseur, notre fonction de perte. On met aussi, c'est ça, on peut choisir les métriques qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut garder. Et bon, on le met sur GPU ou non. Et par la suite, pour l'entraînement, ce qu'on va faire model.fit, un peu comme dans scikit-learn. On va mettre nos features, nos attributs d'entraînement, nos cibles, nos données de validation, le nombre d'époques. Et on peut mettre des callbacks, c'est-à-dire un peu ce qu'on veut voir à chaque époque. Et pour le test, un peu, c'est assez similaire, bon, modèle.evaluate et avec nos données de test. Et ça va le faire très facilement. Donc, un peu, bon, ça nous montre un peu la même chose que tantôt. Et là aussi, on peut justement voir aussi le score R2 en validation. Peut-être que c'est ça qu'on veut optimiser à la place de notre fonction de perte. Donc, si on vient sur l'ensemble de validation, sur notre sélection automatique, ça peut être sur la perte. Ça peut être aussi sur une autre métrique qui peut être de l'exactitude lorsqu'on fait du classement entre différentes classes. Ou sinon, ça pourrait être la métrique R2 là, en régression. Puis ici, bon, on voit un peu, là, avec Poutine, bon, on fait plot history, la fonction plot history, puis avec nos données d'entraînement, avec les données que le modèle nous a sorties, les métriques que le modèle nous a sorties. Et c'est assez facile de voir les différentes, de visualiser la fonction de perte en validation, en entraînement. Si ça, c'est bon, une autre métrique qui est la L1. Et bon, notre métrique R2 ici, où ce qu'on voit, on voit comme avec la perte qu'il y a du réapprentissage en entraînement. Et aussi, ça, je voulais aussi vous montrer, parce que ça peut être intéressant lorsqu'on fait de la régression. Une façon de visualiser la performance du modèle, c'est qu'on va mettre notre ground truth, dans le fond, notre cible à l'axe des X, puis nos prédictions à l'axe des Y. Puis on peut mettre la performance d'un modèle idéal ici au milieu, qui va être une droite. Puis chacun des points bleus, c'est une prédiction du modèle, puis voir est-ce que le modèle suit bien, dans le fond, suit bien la tendance. On voit que oui. Puis on peut voir aussi, c'est où, est-ce qu'il y a des valeurs où est-ce que ça va moins bien. Puis on voit ici qu'effectivement, oui, à 5 ou à 500 000 $, lorsque la valeur des maisons dans un bloc est à 500 000, ça semble être beaucoup plus difficile. Alors ça, c'est ça. C'est dans le fond juste une façon, je pense que c'est une bonne pratique, puis aussi une façon intéressante de visualiser les données en régression. Donc, ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui? Dans un but de réduction de la dimensionnalité, est-ce
ça pourrait regarder des variables qui sont en corrélation très forte linéaire, puis en éliminer pour arriver avec moins de variables, puis de toute façon, ils sont en corrélation linéaire, fait que ça ne fait pas de différence. Ça peut, oui, effectivement, mais je pense que aussi William l'avait mentionné, je pense que c'est toujours aussi utile et pratique de prendre toutes les données auxquelles on a accès, parce que des fois, il peut ne pas avoir de relation linéaire, il peut avoir une relation non linéaire entre les données. Et ça pourrait nous amener plus d'informations à notre modèle. Yes, donc ça fait le tour. Oui, donc je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, je sais ou... pas. Non? Avez-vous une paire de questions, des commentaires, Ouais, pas insultes? Est-ce qu'en ligne, ça va? Ah oui, ça va en bien? ligne, je n'ai pas vu, mais ouais. On dirait bien, oui. Okay. Non, c'est ça. Good. All right. Question? Non. Non, mais Torben a une façon de poser une question sur 10 secondes. C'est ça que j'ai vu. Tu sais, tu parlais de comme du overfitting et tout ça. Oui. Mais c'est dans quel genre de modèle que tu vas avoir du double descent? OK. OK. Ce que j'ai présenté, le overfitting, c'est où est-ce qu'il y avait comment est-ce que je reviens à mon autre slide? Ah, je déteste ça. OK. Bon, je ne sais pas comment retrouver mes slides. Ah, je les cite. Voilà. OK. Bon, ça va être correct comme ça. Je vais vous montrer le slide pour en appui. Voilà. OK. Alors, ce que Torben me demande, c'est quel est qu'est-ce que c'est que le phénomène du double descent? Parce que ce que je vous ai présenté là, c'est ce qu'on appelle le single descent, où est-ce que éventuellement le modèle apprend par cœur les données et à cause qu'il les apprend par cœur, il perd la capacité à généraliser. Ça, c'est ce qu'on observe chez tous les modèles. Chez les réseaux de neurones, c'est particulièrement facile d'apprendre les données par cœur, donc on observe ça aussi. Par contre, il y a une notion qui est apparue là, dans la littérature là, plus récemment, où est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de double descente, de double descent, où est-ce que, éventuellement, si ton modèle est assez gros, s'il est capable d'apprendre par cœur les données, ben, tu peux quand même avoir un modèle assez fort pour que la courbe en validation finisse par redescendre puis se rapprocher de la courbe en entraînement. C'est ce qu'on soupçonne qui arrive dans des immenses modèles comme ChatGPT ou comme ça. Je peux vous donner, mais ça. Juste, on va sortir la slide de double descent. Juste. Bon, on va juste regarder ça, là, juste faire ça vite. Là. Mais ce dont je vous parle à gauche, c'est de plus en plus que ton modèle est complexe, de plus en plus que ton modèle est puissant, de plus en plus qu'il est capable d'apprendre par cœur et faire une erreur éventuellement en test, donc en validation. C'est le phénomène à gauche, c'est ce à quoi on s'attend. Donc, on passe du underfitting, où est-ce que là, on peut devenir de plus en plus bon, à overfitting, où est-ce que tout d'un coup, en étant meilleur sur le train, on devient pire sur le test. Avec les réseaux de neurones, il y a la notion de double descente, où est-ce que l'axe en bas, ce n'est pas le nombre d'époques, c'est le nombre de paramètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est avoir un réseau qui est gigantesque, qui est beaucoup plus grand que le nombre de données. Donc, je pense à ImageNet. Ben, ImageNet, on a des modèles avec 10 milliards de paramètres. On a 100 000 images. Les paramètres sont beaucoup plus élevés que le nombre d'images. Mais ce qu'on obtient, c'est que même si on a une erreur absolument nulle en entraînement, on réussit quand même à s'améliorer sur la performance en validation. L'intuition derrière ça n'est pas encore super solide. On sait que c'est un phénomène qui arrive. Ce n'est pas un phénomène pour lequel on a des explications extrêmement satisfaisantes. On a des pistes d'explication, mais c'est un domaine qui est extrêmement chaud en ce moment. Et en tant que tel, c'est cette deuxième partie de la courbe-là qui mène à des modèles comme on a vu en ce moment, ChatGPT, ces choses-là. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que c'est des domaines qui sont en dehors du scale humainement concevable, là, à moins de travailler dans des compagnies qui ont des milliers de GPU, donc un super ordinateur qui coûte des millions de dollars et qu'on roule ça pendant un mois.
Mais dans ces cas-là, où est-ce qu'on a des modèles qui sont beaucoup trop paramétrés, on est capable de quand même généraliser, ce qui est surprenant et impressionnant et qui se cache derrière beaucoup des résultats comme ChatGPT. C'est ça, les modèles qui font la double licence, c'est les modèles, c'est n'importe quel modèle d'apprentissage profond. C'est juste si tu lui mets assez de paramètres, tu vas observer ce behavior-là et assez de data. Éventuellement, tous les scaling-là, le fait que ça peut se faire en fonction du nombre d'updates, nombre d'updates, je ne suis pas certain que ça a lieu, mais en fonction du nombre de data aussi, ça peut avoir lieu. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas familier avec autre chose que cette slide-là, mais c'est ce que je pourrais dire par rapport à la double descente, ce qui est un concept. Ça, c'est vraiment le deep learning, intéressant, mais c'est un peu une magie noire, c'est un peu de l'alchimie ce qu'on fait quand on fait du deep learning. On fait juste voir ce qui marche bien, puis c'est ce qu'on observe. Puis éventuellement, on essaie de progresser sur théoriquement pourquoi ça marche bien. Ça, c'est une des grandes questions qui est encore ouverte là, en ce moment. Quand on a moins d'observations dans notre jeu de données, est-ce qu'on a besoin d'avoir un réseau de neurones qui est plus petit pour éviter l'overfitting? La réponse, c'est beaucoup plus facile de faire du overfitting. Donc, quand il y a 1000 données, si on prend des batchs de 32, mais après 30 batchs, on a fait l'entièreté du jeu de données. C'est très facile pour notre réseau d'apprendre ça par cœur si on a un réseau avec 1 milliard de paramètres. Si on en a un plus petit, ça va être plus difficile pour apprendre par cœur. Plus on se pose dans ce type d'argument-là. Je vous dirais, dans la plupart des problèmes qu'on a, c'est cet argument qu'on va voir en pratique, c'est cet argument-là qui va être intéressant, parce qu'on dit on ne veut pas un modèle trop gros, parce que le modèle trop gros va trop apprendre par cœur, puis ne va rien apprendre qui généralise bien. Donc, si on a 1000 images ou 100 000, on veut un plus petit réseau, l'intuition est la bonne. Il y a des cas où est-ce que si tu as 1 milliard d'images, tu peux aller chercher 100 milliards de paramètres sans problème, mais ça, c'est, comme je vous disais, c'est comme une deuxième boîte à laquelle on touche très peu en pratique. En pratique, l'intuition est là. Le moins qu'on a de données, le moins qu'on peut se permettre d'aller chercher un réseau compliqué, parce qu'il y a trop des minimums locaux intéressants, puis on ne trouvera pas le minimum global où est-ce qu'on généralise bien ça. Merci à tous.